Ces témoignages qui nous offrent une véritable leçon de vie avec force et espoir, nous allons continuer à essayer d'explorer les pistes pour mieux entourer ces enfants endeuillés. Elisabeth Boss, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, animatrice, auteure de ce documentaire. Donc maman de Jean, qui a aujourd'hui 12 ans, il en avait 5 à la disparition de son père. Est-ce que ces rencontres que vous avez pu faire grâce à ce documentaire vous ont permis d'avoir les réponses que vous cherchiez à vos interrogations ? Alors déjà, ces rencontres m'ont pas mal rassurée parce que j'ai rencontré d'autres parents qui étaient dans le même cas que moi, d'autres enfants dans le même cas que Jean. Et ça permet de se sentir moins seul quand même parce que quand ça arrive, le ciel nous tombe un peu sur la tête et on se sent assez démunis et assez seul. Donc c'était agréable de rencontrer d'autres personnes. Et puis je me suis rendu compte aussi que c'était important, la réponse en tout cas, c'était de libérer la parole. Que finalement c'était bien d'en parler avec les enfants, que trop souvent les enfants, ils n'expriment pas leur chagrin et qu'il faut les autorisés à exprimer leur chagrin et que souvent, pour protéger le parent restant, alors ils ne disent pas qu'ils souffrent et ils ne demandent jamais de l'aide. Et donc il faut en parler et parler avec eux, c'est les aider, quoi. À vos côtés, Alice Godin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On vous a vu, bien sûr, dans ce documentaire. Vous avez donc 5 enfants. Vous avez perdu votre mari quand vous étiez enceinte de votre dernier fils, à la suite donc d'un accident d'hélicoptère. C'était en Afghanistan, puisqu'il était dans l'armée. C'était important pour vous de participer à ce film, pour vos enfants ? Alors c'est important pour les enfants, c'est important évidemment pour moi aussi, mais c'est important pour les autres. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'idée d'Elisabeth en fait, qui est à l'initiative de ce documentaire, et du coup de prendre conscience que la société était pas du tout assez sensibilisée et qu'on occultait beaucoup la mort. Qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de ça et l'exprimer pour aider mes enfants, mais les autres aussi. On va en parler, bien sûr. Annie Dupéret, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous avez connu la douleur de perdre vos 2 parents dans des circonstances tragiques, asphyxiés à cause d'un chauffe-eau au gaz effectueux. Vous aviez 8 ans, votre sœur était encore un bébé. Ça vous a inspiré quoi, ces témoignages d'enfants ? Oh, j'ai reconnu quand même, bien que mon cas n'ait pas été traité dans le documentaire, parce que moi j'ai perdu les 2 d'un seul coup. Mais j'ai reconnu des phrases quand même. Par exemple, à l'école, le sentiment de ne pas être tout à fait normal. Ce qui a fait écho en moi aussi, c'est que je dis toujours, effectivement, même si j'avais 8 ans et demi, c'en est fini de l'enfance, quoi. C'en est vraiment fini de l'enfance. Vous avez vraiment effectivement eu l'impression de basculer dans autre chose, dans Ah une oui, autre partie de votre vie. Basculer, on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'on a basculé. C'est tout simplement que l'intégration devient, d'ailleurs c'est ce qui a été mon malheur scolaire, l'intégration était impossible vis-à-vis des autres mômes qui, eux, étaient légèrement normaux, entre guillemets, voilà. Mais vous montriez votre souffrance Pas du tout, pas du tout. Mais à l'époque, voilà, c'est pour ça que je trouve formidable que tout à coup on en parle, que ses parents aient eu envie de dire aussi pour les autres, pour dire voilà, on n'est pas tout seul face à ce problème, il faut en parler parce que à mon époque ou dans mon milieu et dans mon milieu très simple, il ne s'agissait aucunement d'aider qui que ce soit, ni de voir un psy, ni même d'en parler. Chaque famille traumatisée de la mort de mon père et de ma mère ne pensait une chose, c'est de surtout pas en parler, surtout essayer peut-être d'y penser le moins possible, et on voyait que je n'en parlais pas, donc on se disait, bon, bah, ça va, elle n'a pas trop mal pris la chose. Alors, je le disais, votre petite sœur était vraiment toute petite quand Oui. c'est arrivé. Vous avez été donc séparée de votre sœur, qui elle va être élevée par vos grands-parents maternels, vous par votre grand-mère paternelle et votre tante. Oui. Est-ce que c'est ça qui a motivé vraiment cet engagement que vous avez dans l'association SOS Village d'Enfants, Oui, dont oui. vous êtes la marraine de cœur, qui veut réunir justement les fratries ? Absolument, absolument, parce que effectivement, Dieu sait que je n'en veux pas du tout aux 2 familles de mes parents, parce que je trouve tout à fait quelque part logique et humain qu'ils aient voulu chacun un enfant. Voilà. Il n'y avait aucune raison qu'une des 2 familles s'octroie comme ça le suivi et la réception des 2 enfants qui restaient. Donc on nous a séparés parce que c'était plus simple pour chacune des familles. C'était mieux aussi au niveau financier puisqu'on était assez modeste. Et ça a été la pire chose qui nous soit arrivée à ma sœur et à moi après la mort des parents. On a rajouté du drame au drame ? Ah oui, absolument, absolument. Et un drame insoluble. Parce que toute enfance non passée ensemble est perdue. Est perdue. Ça ne peut jamais se rattraper, même si on cherche à rattraper. Il y a, alors maintenant je sais un peu ce qui se passe quand même. Ma sœur a attendu toute sa vie que je remplace mon père et ma mère.
Moi, j'attendais de trouver enfin l'ami idéal, etc., qui attendait autre chose. Enfin, c'était... et je pense honnêtement que ma sœur, n'a jamais résolu ce problème, était tout à fait victime, elle. 5 mois, quand j'ai trouvé mes parents morts, elle n'a rien reçu d'eux ou quasiment. Oui. Donc elle était vraiment une victime totale, quoi. Moi, j'avais beaucoup reçu. Elle n'avait rien reçu et je crois qu'elle est morte il y a une dizaine d'années maintenant, d'un arrêt du cœur. Et je pense j'ai pensé tout de suite, quand ça lui est arrivé, cette fille a vécu toute sa vie le cœur serré. Elle a trop souffert ? Oui, trop nouée. Je crois que les Chinois décrivent comme ça des choses sur les douleurs. Elle a vécu le cœur serré. Effectivement, elle est morte d'un cœur serré. Et je ne sais pas ce que ça aurait été. Voilà, on ne peut pas savoir. Si on avait été élevés ensemble, est-ce qu'on aurait pu mieux s'aider, mieux s'épauler, en tout cas se connaître. Voilà. Et vous battez pour se connaître. Ça. Et donc, dans les villages d'enfants, effectivement, j'ai tout de suite adhéré à leur cause parce que je me suis dit, effectivement, si l'autre parent vient à disparaître, je pense que c'est insupportable de se dire que ces enfants qui vont pas être ensemble pour continuer au moins l'histoire. J'avais toujours cette image que les parents étaient le toit et les frères et sœurs un peu les murs d'une maison. Et si le toit est parti, on ne va pas pour abattre les murs. Ben, si. C'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est ça. Elisabeth Bost, parler des enfants orphelins aujourd'hui, c'est toujours un tabou. On arrive à parler de beaucoup de choses, mais pas des enfants orphelins. Oui, c'est toujours un tabou. On le sent d'abord parce que enfance rime un peu avec innocence et que les deux mots ne vont pas ensemble. Hein. Enfance, orphelin, mort, ça fait vraiment peur. Et ensuite, je pense on fuit ce thème-là parce que c'est vrai qu'on est un peu démunis face aux questions des enfants. Moi, j'ai eu à faire face à des questions, à répondre à des questions. Mais alors, ça veut dire qu'il va devenir squelette. Mais alors, attends, s'il est dans le ciel, il a pu monter, mais pourquoi il ne peut pas redescendre ? Et pourquoi, moi, quand je lui parle, il ne me répond pas ? Et donc, toutes ces questions-là, elles nous déstabilisent. Et donc, on préfère les mettre sous le tapis. Tant que l'enfant n'en parle pas, alors on ne veut pas en parler. Voilà. Patrick Bensoussan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre, responsable du département de psychologie clinique à l'Institut Paoli Calmette, c'est à Marseille. Les enfants orphelins dans notre société, ils sont invisibles ? En tout cas, on l'entend bien là déjà depuis tout à l'heure. L'idée, c'est d'abord la société, hein, avec le côté de tabou, interdit, il ne faut pas trop en parler, mais aussi leur propre souci à eux de se conformer le plus possible à l'image qui est celle classique et anodine d'un enfant, entre guillemets, tout venant. Donc il y a une double invisibilité, celle qui vient d'eux-mêmes et celle que la société, d'une certaine façon, leur impose. Marie Tournigan, bonsoir. Bonsoir. Déléguée générale de l'association Empreinte Vivre son deuil, qui soutient et qui accompagne des personnes endeuillées. Pour vous et l'expérience que vous en avez effectivement auprès des familles, on ne prend pas assez en compte la situation des enfants orphelins ? Oui, je retrouve tout à fait ce qui vient d'être dit, à la fois au niveau intime et sociétal. C'est-à-dire que le vécu de deuil, il est intime, il concerne une personne et le lien unique à l'autre. Mais en réalité, ce vécu de deuil, il s'inscrit dans la société. Il s'inscrit à l'école, il s'inscrit au travail, il s'inscrit à l'hôpital. Il a des conséquences et un impact qui sont à la fois sociétaux, socio-économiques, sanitaires, sur la santé. Et je crois qu'on n'arrive pas en France à passer le cap de se dire qu'il y a un enjeu de santé publique autour du deuil, de l'impact du deuil sur la vie des gens et sur l'ensemble de la société. Donc oui, le deuil est un vécu intime, pour autant son processus est un petit peu connu, les risques de complications sont assez connus, il y a un enfant orphelin par classe, donc ce n'est pas une surprise d'avoir un enfant dans sa classe qui est orphelin. Or, la plupart des enseignants n'ont pas d'outils pour s'occuper des enfants orphelins. Avant de continuer, je voudrais qu'on regarde un extrait du documentaire. On va réécouter Fabienne, c'est la maman de Manuela, qui avait 8 ans quand son père est mort d'un arrêt cardiaque. Elle raconte comment elle a annoncé à sa fille le décès de son père. Écoutez. Il ne faut pas qu'elle apprenne ça n'importe où. Parce que moi aussi, malheureusement, j'ai perdu ma maman tragiquement d'un accident de la circulation. On se souvient du jour comme si c'était hier. Même longtemps après. Moi, c'était en 1986, ça fait 32 ans. Je suis capable de vous redire l'endroit exact où j'étais. Je suis capable de vous redire les paroles que j'ai entendues du médecin. Donc, on a fait le choix, donc avec ma sœur, d'emmener Manuela dans un parc. Je lui ai raconté la journée du jeudi.
sans rentrer dans les détails. Et j'ai pas réussi à lui dire que son papa était mort. J'ai juste raconté que son cœur s'était arrêté de battre. Et elle a eu besoin d'entendre le mot mort. Elle m'a dit, mais maman, papa il est mort? Ben, je dis oui, ma chérie, papa il est mort. À ce moment, elle s'est effondrée, quoi, dans mes bras. Et après, elle est partie, elle s'est mise à parler d'envoyer des ballons à papa. Tout de suite. Oui. Eh ben, on va lui envoyer des ballons. Patrick Bensoussan, comment on parle de la mort à un enfant? On dit quoi? On dit la vérité? On met quel mot? On fait quoi? Je ne sais pas qui c'est on. Parce que ça, c'est aussi une des grandes difficultés. Qui parle de ces questions-là? Si c'est les parents, voilà. Le parent restant. Donc, déjà, en soi, c'est compliqué parce que le parent survivant, il est quand même à ce moment-là un petit peu ravagé par tout ce qu'il vit au niveau émotionnel, au niveau affectif. Je ne suis pas certain que ça soit celui qui soit le plus préparé, qui ait le plus de capacité à apporter ce genre d'informations. Donc c'est vraiment un effort, c'est prendre sur lui, c'est beaucoup de choses. Et ça peut être effectivement un grand-parent, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, mais même si c'est le parent survivant, c'est quelque chose qui est difficile. Après, qu'est-ce qu'on dit à un enfant? L'idée, c'est qu'il n'y a pas de recette dans ce cadre-là. Vous savez, le modèle classique, c'est qu'il n'y a jamais de bonne façon d'annoncer des mauvaises nouvelles. Hein. Donc, on essaye pour le moins d'être bienveillant, ça semble assez évident. Et l'idée, c'est, est-ce qu'on dit, en gros, ce qu'on revient tout le temps, c'est est-ce qu'on dit le vrai ou pas le vrai? La question de la vérité, quoi. En gros, est-ce qu'on dit, voilà, ton papa est mort? Oui. Est-ce qu'on prononce le mot mort, hein, ou est-ce qu'on dit, il est parti au ciel, il n'est pas là? Enfin, des tas d'expressions. C'est compliqué de pouvoir poser comme ça, quand on est très extérieur à une situation, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Bien entendu, on entendrait de façon assez commune et assez observable qu'il faut dire les choses, simplement dans la crudité de leurs propos et de leur matière. Voilà, papa est mort et donc c'est toutes les questions qui viennent avec. Est-ce qu'on est mort longtemps? Est-ce qu'on revient quand on est mort? Est-ce que la mort ça dure longtemps? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il faut faire avec tout ça. Mais dans le même temps, c'est difficile aussi de dire, je sais pas, les expressions faciles, il est parti au ciel ou des choses comme ça. Parce qu'on ne sait pas, on est à des périodes de la vie de l'enfant qui sont différentes. Est-ce qu'on parle un tout petit? Il y avait même une époque, il y a des années, où on disait ton père est parti en voyage. Enfin, donc déjà, on se rapproche de la vérité aujourd'hui. On est quand même plus. Oui. Mais à partir de quel âge donc un enfant peut comprendre que c'est irréversible? Jusqu'à quand il va se dire il va revenir? Il y a deux choses. Est-ce qu'on parle aux enfants différemment en fonction de leur âge? Et après, quelle est leur compréhension de l'idée même de la mort? Alors, on a dit pendant très longtemps, la mort, on commence à avoir une idée précise de ce que c'est, en gros, autour de 5-7 ans. C'est-à-dire cette assurance, vous savez, quand on commence à rentrer dans le symbolique, dans l'école en gros. Hein. Donc des moments où aussi la question du Père Noël se pose différemment, vous voyez. Donc c'est à peu près autour de ces âges-là. Et puis on s'est rendu compte en fait que c'était pas vrai du tout, que les enfants avaient une conscience de la mort, de ce que ça voulait dire disparaître, ne plus être là. Même le côté tragique de la disparition, beaucoup plus précocement. Il y a un très joli film, qui est déjà très ancien, qui s'appelle Paunette, le film de Doillon, où c'est une petite fille qui a 2 ans et demi, qui a perdu sa maman. Et on voit dans la façon qu'elle a de raconter les choses, les petits mots et tout, quand le metteur en scène en parlait, il disait combien cet enfant était sensible à des tas de choses du quotidien. Donc je crois qu'aujourd'hui, on revoit beaucoup notre capacité de datation. Hein, donc c'est beaucoup plus tôt. Les petits-enfants ont vu des animaux morts. Et c'est une première approche de la réalité de ce que c'est. Les saisons, les feuilles qui tombent des arbres, la disparition des choses. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Donc je crois que c'est important de dire les choses aux enfants. Et là, l'autre aspect qui revient, c'est il ne comprend pas quand il est tout petit. Donc on ne lui dit pas. Alors que ce qui est important, de toute façon, c'est de transmettre les choses. Il y a quelque chose qui passe après. Bien entendu, toujours. Quand est-ce que vous avez, Annie Dupéret, compris que c'était irréversible? Je crois que 8 ans et demi, je crois que je l'ai compris. Je crois que je l'ai compris assez vite, effectivement. Mais j'ai un oncle, effectivement, qui m'a dit 2 jours après, alors que j'étais plus chez moi, mais tes parents, ils sont morts.
Et je crois que j'ai détesté cet oncle pendant longtemps à cause de D'avoir ça. mis le mot. Oui, d'avoir mis le mot comme ça. Parce que je devais être très agaçante, quoi. J'étais dans une espèce de déni comme ça. Et d'ailleurs, surtout en grande souffrance quand même. Je sais que j'avais réagi avec une brutalité monstrueuse, puisque j'avais dit bon, d'accord, mais quand est-ce que je vais avoir mes affaires? Enfin, une horreur, quoi. Tout ce qu'un enfant peut balancer comme ça, de contre ça. Mais ce que vous disiez, le film dans la tête, c'est incroyable, quoi. Tous les souvenirs d'avant ont été effacés. Je n'ai rien retrouvé, même en écrivant mon livre, 4 ans. Avec des photos, Les photos sont, autre sujet, sont la preuve que ça a existé, la preuve douloureuse. Donc, mais ça ne réveille pas les souvenirs. Hein. Non, ça n'a rien réveillé du tout. Mais par contre, le film du matin où je les ai trouvés, je l'ai encore seconde par seconde. Et les images et comment étaient les pièces, tout, au détail près. C'est le film qui reste gravé comme effectivement, le jour où vous lui avez annoncé, hop, ça reste très présent. Marie Tourdigor, est-ce que d'employer le terme mort, qui effectivement peut être effectivement très utile à employer pour les enfants, ça n'avait pas presque plus peur aux adultes? Oui, c'est vraiment ce qu'on sent dans l'usage de ce mot. Je pense à un entretien avec une famille. Il y avait la maman et une petite fille qui avait perdu sa sœur. Et la petite fille, 6 mois après le décès de sa sœur, relançait la maman en disant « Mais Mia, elle est morte ou elle est au ciel ?» Et 6 mois après, la maman disait « Non, t'en fais pas, elle est au ciel. Tout va bien pour elle. » Donc c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas de recette à donner, que chaque cas est unique, mais pour nous, ce mot mort fait plus peur aux adultes qu'aux enfants, puisque les enfants se construisent en l'apprivoisant, en apprivoisant cette réalité-là. Donc il y a 2 choses importantes à nos yeux. C'est effectivement de dire ce mot-là et pas toutes les images que les enfants prennent au premier degré. Et puis l'autre étape, c'est il est mort, mais parfois les questions qui viennent après, c'est mais de quoi est-il mort? Et c'est une deuxième annonce qui est très difficile dans certains cas, notamment quand un parent s'est suicidé, par exemple. C'est vraiment, on voit beaucoup de familles venir à l'association en disant ça, je peux pas expliquer. Donc, ce qui nous semble très important, c'est de rester dans la vérité, dans quelque chose qui est juste. C'est-à-dire, je peux te dire que papa est mort. Aujourd'hui, je ne me sens pas capable de te dire de quelle façon il est mort. Quand je m'en sentirai capable, je le ferai. Voilà. L'idée n'est pas d'être dans le trash, de balancer une vérité qui soit violente. C'est pas d'être violent. C'est d'accompagner, de répondre aux questions, mais de nommer les choses pour ce qu'elles sont. C'est ce qui nous semble le plus aidant. Alice Godin, vos enfants avaient entre 6 et 11 ans à la mort de... Et un qui n'était pas né. Un qui n'était pas né, mais je ne sais pas si vous lui avez parlé dans votre ventre, mais en tout cas déjà aux autres. Est-ce que vous vous êtes posé la question de leur dire les choses différemment en fonction de leur âge? Non, parce que c'était pour moi important de les mettre tous sur un même pied d'égalité quant à l'annonce proprement dite. Hein. Voilà, je n'avais pas envie qu'un enfant le sache avant les autres, donc ça a été vraiment de les rassembler dans la chambre de Joséphine, qui avait 3 ans et demi à ce moment-là, de tous les réveiller et puis voilà, et de leur annoncer les choses très simplement. Papa, les enfants, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Papa a eu un accident et voilà, et papa est mort hier soir dans cet accident. Son hélicoptère s'est crashé. Voilà, j'ai pas utilisé forcément d'autres mots. Après, ils ont eu tous des réactions très différentes. Très violente. J'ai le souvenir de ma fille aînée qui était assise par terre parce qu'elle le dit. Il n'y avait pas de place sur le lit. Et en train de se tordre de douleur, de s'arracher les cheveux. Vraiment, la douleur s'exprimait physiquement et c'était très violent. Et cette image-là... Elle avait 9 ans, elle Elle était en CM2, elle allait rentrer en 6e. Donc, oui, c'est ça, elle avait 10 ans et demi, presque 11 ans. Et c'était une jeune fille qui était pleine de vie, qui était vivante, qui était gaie, mais qui était quand même assez calme. J'avais été confrontée, elle n'était pas colérique, j'avais jamais été confrontée à ce genre de comportement-là. On peut être tenté, Elisabeth Boss, de se dire on ne va pas aggraver la peine de notre enfant, donc on ne va pas trop lui parler de son parent disparu. De ce qu'on comprend des témoignages, ce n'est pas une bonne idée. Oui, en fait, c'est l'éternelle question pour le parent restant. Enfin, en tout cas, ça a été la mienne. On est toujours tiraillé entre
ne pas vouloir remuer le couteau dans la plaie et en même temps ne pas faire un tabou du parent qui est mort. Et on se rend compte que c'est très important d'en parler et d'en parler de manière, comme disait Julie dans le documentaire, de l'inscrire dans la vie, c'est-à-dire de faire des souvenirs heureux d'un restaurant qu'on avait fait ensemble, d'une musique que le parent aimait, de les inscrire dans la vie. C'est très important pour les enfants d'en parler et d'ailleurs on le voit parce que les enfants parlent souvent du parent mort au présent. Le petit Léonard à la fin, quand il dit « Aujourd'hui, je crois qu'elle a 39 ans », c'est-à-dire que l'âge, il continue de compter l'âge qu'aurait le parent aujourd'hui. Donc le parent est vivant en eux, enfin, il est présent, donc c'est très important, je crois, d'en parler. On va réécouter justement Léonard qui se confie donc qui avait 7 ans au moment où sa maman est morte. Je me sens différent, tous les autres, ils ont leurs 2 parents, ils vivent normalement et moi, je ne vis pas vraiment normalement. Si je vis normalement, mais pas sur la ligne droite en gros. Annie Dupéret, vous avez eu aussi ce sentiment d'être différente des autres? Oui. Mais à un point, en plus, moi, personne ne me parlait de mes parents. Il y avait un silence sidéral. Mais personne de la famille, à l'école? De la famille, même à l'école. Je veux dire, les gens le savaient parce que c'est un accident qui avait été relaté dans la presse. Donc j'avais eu des réactions de mômes comme ça. Si, ils le savaient. Mais non, c'était, je sais pas, c'était sans doute ce sentiment de solitude extrême, comme ça, sous des dehors très vivants. Mais vous essayez de parler d'eux aux membres de la famille? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Personne ne disait rien. Je n'en ai jamais parlé avant. Effectivement, à 13 ans, peu de temps, sans doute, avant cette espèce de tentative de suicide que j'ai fait, qui était une sorte d'acte manqué. J'avais quand même écrit les voitures vont très vite sur ce boulevard, ce serait facile. Voilà, d'aller les rejoindre, etc. Et puis quand même, quelques semaines après, il se trouve que je suis retrouvée sous une voiture. Donc je ne me suis pas jetée. Disons qu'il y a eu certainement un moment d'absence, vous devez connaître ça certainement, où on glisse. Voilà. On glisse dans ce qu'on a prévu, dans ce qu'on a fantasmé. Puis bon, c'était une voiture trop basse, elle m'a craché, elle n'a pas voulu de moi. Elle a une bonne idée. Elle a une bonne idée. Et après ça, d'ailleurs, on n'a plus pu m'arrêter. J'avais vérifié que ma place n'était pas avec eux, elle était là, allez, allons-y, hop là. Et là, j'ai découvert l'art, les beaux-arts, voilà. Par l'art, effectivement, j'ai trouvé une résilience là-dedans. Mais j'en parlais toujours pas. Et dans un journal intime, j'ai vu une seule phrase. Il faudra un jour que je parle d'eux, etc., que j'écrive mon livre. Vous écriviez pas ma maman me manque? Rien du tout. Une page où je dis, à 13 ans, ce sera un livre, mon livre en majuscule. Donc c'est très. Moi-même, quand j'ai retrouvé ça à 40 ans, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais c'est hallucinant que, comme dans le disque dur, comme disaient les Jones, était programmé que ça ne serait pas me confier, ça ne serait pas en parler, ça ne serait pas ceci, ça serait essayer de transmettre par l'écriture. Elisabeth, ces mots-là qu'il dit effectivement de se sentir différent alors que c'est un petit garçon comme les autres, c'est le regard des autres aussi qui le pousse à se sentir comme ça? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le regard des autres. Notamment, plusieurs enfants racontent la même histoire, et mon fils aussi d'ailleurs, c'est les autres ne les croient pas quand ils disent mon père est mort ou ma mère est morte. Les autres disent, soit ils les font répéter, c'est le cas de Joséphine, elle explique quand elle dit que son père est mort, ah bon, ton père est mort? Et Joséphine, mais je vous l'ai déjà dit que mon père était mort. Donc ils ne veulent pas le croire parce que c'est tellement inimaginable. Un papa et une maman, ça ne meurt pas. C'est indestructible, c'est là toute la vie. Donc ils se sentent différents parce que c'est tellement anormal aux yeux des autres qu'eux se sentent effectivement différents. Et c'est pour ça que d'ailleurs votre fils... qui en fait est très sociable, n'avait qu'un copain à l'école? Oui, un jour il me dit ça. Il me dit, il était toujours avec le même copain. Je lui dis, écoute, c'est bien d'avoir un copain, mais essaie d'avoir plusieurs copains quand même. Il faut une petite bande. Il me dit non, parce que c'est le seul qui me croit quand je lui dis que mon père est mort. Et donc, parce que les autres ne le croyaient pas. Voilà, c'est toujours ce regard d'incompréhension, d'incrédulité. On n'arrive pas à croire qu'un papa ou une maman, ça puisse mourir. Alice Godin, ça s'est passé comment le retour à l'école des enfants, justement? Ils ont été confrontés à quoi? Ils sont revenus très rapidement à l'école et en même temps pas très longtemps parce que mon mari est décédé le 10 juin, donc il ne reste pas grand-chose avant les grandes vacances. Je
Joséphine est revenue tout de suite à l'école en maternelle et effectivement, elle est clamée à qui voulait l'entendre. Et ben moi, mon papa, il est mort, nananananer. Voilà. Ce qui était la première confrontation de ce mot mort pour beaucoup d'enfants de cet âge-là, qui étaient si petits. Et donc, voilà, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Elisabeth. Les adultes, du coup, c'est presque eux c'est eux que ça choque. Mais la maîtresse a essayé du coup d'expliquer. Et alors, j'ai pas souvenir que la maîtresse ait expliqué. Je pense que oui, parce que alors, j'avais Cyprien qui était en maternelle aussi, parce que mon mari en fait avait la chance d'être souvent libéré le vendredi après-midi et donc de s'impliquer, d'aller accompagner la classe et la maîtresse pour des activités, des sorties. Donc il le connaissait. Donc c'est vrai que j'ai été du coup assez portée par l'école ou par les activités extrascolaires parce qu'il avait eu le temps de s'impliquer en ça. Mais je ne sais pas s'il y a des mots particuliers employés aux enfants. Peut-être qu'elle l'a expliqué. Je ne peux pas le dire à sa place, en tout cas. On a bien compris dans ce film le problème quand même de la prise en compte de la situation de ces enfants dans les écoles. On a fait une étude auprès de 900 orphelins, 1000 enseignants, avec la fondation d'entreprise au CIRP, pour les interroger comment ça se passe à l'école pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez. Et c'est intéressant d'avoir la réponse comme ça d'un panel assez important pour objectiver les choses. Il y a 2 éléments. D'abord, un enfant sur 3 dit « Moi, à l'école, je voudrais qu'on le sache, que les personnes le sachent ». Mais il n'y a qu'un enfant sur 3 qui dit « Moi, j'aimerais ne pas avoir à le dire moi-même ». Donc c'est contrasté au sein des enfants eux-mêmes de savoir qui doit le dire. Mais ils aimeraient que ça se sache. Ils aimeraient ne pas avoir à le répéter. Ils aimeraient qu'il y ait une case prévue à cocher pour dire qu'ils ont un parent décédé. En début d'année, de ne pas être obligé de... Voilà. Parce que ils aimeraient aussi qu'on comprenne l'impact que ça a pour eux, même sur le plan cognitif, sur le plan de la concentration. 77% nous disent « j'ai eu des difficultés à l'école », 50% des problèmes de santé. Enfin, c'est quand même majeur. Et face à ça, les enseignants, 62%, disent « on manque de formation ». Finalement, je ne sais pas, on n'a pas défini ce que c'était qu'un deuil ici. On parle là des orphelins, mais il y a beaucoup d'autres situations de deuil en France. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce que c'est qu'un deuil? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Peut-être que si les enseignants avaient une notion déjà de cette définition du cheminement et de l'impact, ça leur permettrait de mieux prendre en charge ces situations-là. Ça s'est passé comment pour vous avant que vous ne découvriez l'art et justement cette voie qui vous a permis d'avancer, l'école entre la mort de vos parents et justement ce moment-là? J'ai un peu de mal à en parler parce que je garde un sentiment de malheur scolaire. C'est-à-dire l'impression d'être tout à fait à part. Même si peut-être j'avais des copines comme ça dans la cour de récréation, je sais pas, mais j'avais ce sentiment d'être complètement à part. Alors j'étais première en 3 matières, en dessin, en français et en gymnastique. Et absolument dernière en tout le reste, c'est-à-dire que j'étais hyper spécialisée, voilà, tout de suite, voilà, comme ça. Et puis, les maths, alors là, n'en parlons pas. J'ai eu un grand soulagement quand j'ai eu des enfants moi-même. Évidemment, j'ai été terrorisée qu'ils attrapent ça comme un mauvais virus, le malheur scolaire. Donc, j'ai été très attentive. J'ai lu beaucoup Dolto, tout ça, notamment un de ces livres qui avait, pour moi, un titre... l'échec scolaire, donc j'ai quand même quitté l'école à 14 ans et demi. Et enfin, il fallait vraiment que je m'en aille de là, que je trouve autre chose. Mais à l'époque, on pouvait rentrer aux Beaux-Arts, qui est une école niveau université, avec niveau BEPC. Ce qu'on ne peut plus faire maintenant. On ne peut plus prendre de chemin de traverse. Et c'est bien dommage. C'est une incidence. Pour les enfants qui seraient hyper spécialisés comme ça, naturellement au départ, c'est vraiment dommage. Qu'on les condamne au parcours sauvage et qu'on leur interdise les grandes écoles parce qu'il faut absolument le bac. Enfin, je disais ça parce que j'ai lu chez Dolto tout à coup, moi qui n'ai jamais pu faire une division de ma vie, je dis bien de ma vie, et donc c'était un blocage intégral. Je lis chez Dolto un jour, chez les enfants dont la famille a explosé, le principe de la division est inintégrable. Là, tout d'un coup, alors là, vous avez dit c'est bien normal que je ne sache pas faire une division. De révélation. Soulagement, mais je ne sais pas si elle a raison, mais quand même, c'est bon à entendre. C'est rassurant. Qu'est-ce que l'on sait, Dr Bensoussan, est-ce qu'on a des études justement sur les conséquences scolaires, sanitaires pour ces enfants d'être orphelins?
Oui, bien sûr. Ça fait aussi partie de l'invisibilité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas trop parler de ces choses-là. Il ne faut pas trop mettre en avant cette assurance que c'est une véritable épreuve de vie pour les enfants qui survivent au décès d'un de leurs parents. Et que leur parcours de vie, et on l'a évoqué, autant que ce soit au niveau familial, affectif, social, cognitif, d'insertion dans un cadre professionnel, etc., en est marqué de toute façon. Alors derrière ce mot marqué, on a des latitudes qui sont très très extrêmes. Il y a des enfants qui peuvent être complètement ravagés et il y en a d'autres qui vont, grâce à des processus de résilience, sublimer ce qui s'est passé et en faire des œuvres d'art, des inspirations, etc. Mais dans le même temps, cette idée qu'on pourrait penser que, vous savez, on a évoqué ça par rapport au divorce, par rapport à un certain nombre d'autres éléments, que les enfants confrontés à des épreuves de vie comme ça aussi importantes pourraient s'en sortir. Parce qu'ils sont enfants, ça leur donnerait comme ça une espèce de capacité à... Ils ont pas mal, ils comprennent pas. Enfin, on est encore dans ces espèces de discours qui sont tout à fait fabriqués et qui témoignent simplement de nos angoisses à nous par rapport aux projections qu'on peut avoir des enfants plus tard, quoi. Donc on veut continuer à penser que ce qui se passe là, ça va pas leur faire de mal, ça va pas obérer de leur existence, voilà, ça va pas. Alors qu'on sait très bien qu'il y a eu des tas et des tas, la littérature est pleine d'études qui ont repris ces éléments-là, qui témoignent que c'est un marquage important à la fois au corps, au psychisme et à l'affectif de ces enfants. Il y a une grande différence selon que ce soit le père ou la mère qui disparaît? C'est quand même assez caricatural. La vie, quand maman est malade ou quand maman est plus là, et quand papa est malade ou quand papa est plus là, c'est pas exactement la même chose. Parce que la place des femmes dans la société, parce que la place des femmes auprès des enfants, parce que les tâches ménagères, parce que la présence quand on est malade, parce que les courses, le modèle domestique, enfin, on sait très bien que la figure maternelle, encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit de l'égalité des tâches et des fonctions et tout, c'est quand même très prévalent. Et dans le rapport à la perte, la perte d'une maman, d'une figure maternelle, ça entraîne des dégâts, en tout cas, qu'on ne retrouve pas de la même façon quand c'est le père qui disparaît. Mais quand il y a des soutiens principaux, comme ça, dans la vie, quand même, voire les deux dans mon cas, il y a effectivement cette maturité précoce, comme ça, et un recentrage sur soi automatique qui peut être une grande force, vraiment. Vraiment, je pense une grande force intérieure. À côté de la douleur, ça cohabite avec la douleur, mais il y a quelque chose qui vous rend aussi très très fort, très très fort. Moi, par exemple, je sais que je dois à ça la certitude, d'ailleurs je le sais à l'âge que j'ai maintenant, après 55 ans de carrière, que rien au monde n'aurait pu me tourner la tête. Rien au monde. Je veux dire, il y a toujours cette échelle de comparaison entre ce que j'appelle la mesure étalon du pire. Quand des gens m'annoncent des catastrophes qu'ils ont eues, je dis ah bon, qui est mort? Non, mais personne, voyons. Parce que je pense tout de suite à ça, quoi. S'il n'y a pas ça, ça va. Donc c'est quand même, ça crée une sorte de force comme ça, de relativité sur les choses, qui est un grand atout. Il y a aussi des atouts. Ce qui est très compliqué, je trouve, c'est de trouver l'équilibre entre il faut performer aussi dans son deuil, et forcément le deuil devient une force. Cette injonction-là peut être très difficile à vivre. Donc moi, en tant que témoin d'accompagnement depuis 25 ans de familles endeuillées, on sent le fragile équilibre entre, rassurer quelque part sur le fait que c'est une cicatrisation qui se fait pour chacun naturellement et que voilà, ça peut ne pas détruire la personne qui va se reconstruire, et en même temps accepter qu'elle puisse avoir des périodes régulières dans lesquelles elle va être dans un vécu dépressif, dans une phase de fragilité, et d'accepter cette vulnérabilité aussi. C'est vraiment l'équilibre entre les deux qui est difficile. Alice, vos enfants ont eu des difficultés scolaires? Mes enfants ont encore des difficultés scolaires, je pense. Je pense notamment à celui qui a 17 ans, qui est au lycée. Voilà, il a une tenue du crayon et une posture particulière qui fait qu'arriver au lycée, ça lui portait énormément préjudice. Il ne pouvait plus terminer à écrire les cours en temps et en heure par rapport aux autres de son âge. Je ne parle même pas des devoirs sur table, ce qui devenait déstabilisant, ce qui devenait, le mettait en situation d'échec.
alors qu'effectivement, intellectuellement, il n'y avait pas de souci de compréhension, et ça, les professeurs me le disaient bien. Donc, j'avais essayé de faire appel, de demander de l'aide aux médecins scolaires. Ça me paraissait assez naturel de passer par le domaine scolaire, puisqu'il n'y avait pas de soucis en dehors de ça. Et c'est un parcours du combattant véritable. Voilà. Au deuxième médecin scolaire, on me dit non, vous n'aurez pas le tiers-temps. Parce que vous comprenez, c'est pas pathologique. Alors, je la remercie. Oui, mon fils, c'est pas pathologique. Mais est-ce que, du coup, un problème à l'échec comme ça pourra pas le devenir si on lui donne pas une petite chance, si on s'arrête pas un tout petit peu pour lui, pour le temps qu'il rattrape. Voilà, donc je l'ai emmené voir une graphothérapeute. Pour l'éducation nationale, c'est pas reconnu, c'était pas le bon spécialiste. C'était, voilà, quand je dis que c'est un parcours, c'est vraiment un parcours. Il faut rentrer. Ils ont tellement de demandes de tiers-temps qu'il faut rentrer dans des cases. Donc si vous n'adressez pas à la bonne personne, même si c'est la bonne personne pour mon fils, parce qu'il est revenu à une vitesse d'écriture presque normale. En septembre, il écrivait à la vitesse de CM2. Voilà, avec une écriture parfaite et magnifique. Je pense que tous les instituteurs de grande section et CP en C'était au moment où il a perdu son père. Et en fait, ça correspondait, voilà, il n'est jamais passé sur la maturation d'écriture. Voilà, il ne s'est pas approprié, c'est un refus de grandir, il s'est bloqué, il s'est arrêté là. Voilà. Et votre petit garçon, donc, il ne l'a pas connu. Oui. Et il en a ressenti pourtant, parce qu'on parlait de la parole voilà, tout à l'heure. Justement, comment ça s'est passé pour lui? La parole in utero, je pense que voilà, il y a des mots qu'on pose, mais la douleur, la tristesse d'une maman qui porte son enfant, tout le ressenti, il l'a, les émotions, il les a. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout là. Il y a pas, je vais pas repousser le moment pour le lui annoncer. Non, lui, il l'a exactement, simultanément avec moi. Mais Louis, il est très heureux, regardez. Voilà. Et c'est un petit garçon qui est extrêmement souriant, qui depuis tout bébé est très souriant et qui rayonne. Voilà, et qui grandit avec l'absence et avec une forte présence de son papa. C'est lui qui veut faire le même métier que lui, c'est ça? C'est lui qui, pour l'instant, veut faire le même métier que lui. Enfin, avant, il voulait être pompier pour mettre le feu. Hein. Donc, bon, une chose... Et puis, on le disait, là, pour le coup, la fratrie, mais pour l'instant, elle est quand même essentielle. Voilà. Ah oui, bien sûr. Et là, la fratrie pour l'entretien des souvenirs, pour, bien sûr. Voilà, pour l'évoquer. Il sait que c'est son papa qui a choisi son prénom. Voilà, il sait qu'il ressemble à son papa pour la langue, voilà, la langue un peu trop longue, le petit cheveu. Elisabeth Bost, on disait cette douleur qui peut se transformer en moteur. Vous l'avez aussi vu, notamment grâce au témoignage de Maître Temim. C'est quelque chose qui vous a porté aussi, qui vous a aidé? Mais même qui me porte encore aujourd'hui, parce que même si, évidemment, il ne faut pas nier la douleur que ces enfants ressentent, c'est vrai que moi, ce que je trouve un peu dur à porter, c'est que souvent, ils ont le sentiment d'une perte de chance dès le départ. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu tout petit, moi, j'ai pas de chance. Mon père est mort, j'ai pas de chance. Et je trouve formidable de pouvoir leur dire, enfin, je trouve que c'est un message de leur dire, tu as le droit d'être malheureux, mais tu as affronté ça si petit. Regarde aujourd'hui, tu as des amis, tu travailles bien à l'école, tu t'en es sorti, tu as affronté ça, mais le reste à côté, qu'est-ce que c'est? Tu peux subir toutes les épreuves du monde, tout traverser. Et c'est vrai que Hervé Temim, j'adore quand il dit, mais ses paroles résonnent encore, vraiment, elles m'aident beaucoup. Quand il voyait le regard un peu de pitié, de commisération des autres, et que dans sa tête, il les regardait, il se disait, t'inquiète pas, je t'emmerde moi, t'inquiète pas pour moi, tu vas voir. Et je trouve que cette force qu'il a, qui dégage et que ça devient vraiment un moteur, il dit voilà, c'est pas une chance, je souhaite à personne de ne plus avoir son père, mais une fois que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On devient une victime? Non. Et il dit aussi pour l'amour qu'on a pour celle qui reste et pour l'amour qu'on a pour celui qui n'est plus, eh bien, on y va, on avance. Et je trouve que ça, c'est beau parce qu'on a le sentiment, tous les enfants que j'ai pu rencontrer, ils portent la vie des parents disparus en eux. On a l'impression qu'ils ont une espèce de revanche sur la vie qui est très belle à voir. Voilà. Mais c'est des enfants qui ont la chance d'être accompagnés, quand même. Et on parle beaucoup. Votre fils va bien? Il va très bien. Il va très bien. Et c'est vrai que comme les autres enfants du documentaire, ce sont des enfants, on voit qu'on peut parler de la mort et que c'est pas glauque, que c'est pas effrayant et qu'ils arrivent toujours à y mettre un instinct de vie. Voilà. Vous êtes en paix avec votre passé, Annie Dupéret, aujourd'hui? À présent, oui, ça a mis très très longtemps, moi, quand même. Ça a mis très très longtemps. Le voile noir, je l'ai écrit il y a 25 ans seulement. Donc, ça me semble assez clair que effectivement, le papa de mes enfants, Bernard Giraudot, avait une nombreuse famille, 4 frères et sœurs, et tout ça, il y avait tout ça. Et de mon côté, il y avait... puisque tout le monde est mort, les grands-parents étaient morts, enfin, c'était une hécatombe absolument effrayante. Donc, il n'y avait personne. Sauf quand même ma tante qui m'a aidée à les élever. Mais c'est tout.
C'est tout. Il n'y avait plus personne d'autre. Donc il y avait un grand vide de mon côté et surtout un grand silence. Et je crois que j'ai vraiment envisagé d'écrire ce livre que j'avais prévu intérieurement depuis l'âge de 13 ans, quand j'ai vu mon fils atteindre l'âge que j'avais quand j'ai trouvé mes parents. Et je crois qu'il y a eu ce sentiment d'impossibilité, alors c'était pour moi que je le faisais quelque part, mais d'impossibilité de leur transmettre un tel gouffre, quoi. Justement, vous pensez qu'on vous aurait parlé enfant? Il y aurait eu la parole qui circulait après la mort de vos parents? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir ce qui aurait été. Je ne sais pas si j'aurais pu l'entendre. Je ne sais pas si j'aurais pas réagi aussi violemment en ne voulant rien entendre. Et ça serait plus tard à ma manière ou complètement en défense. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai mis très longtemps. Maintenant, je crois que ça va. Je crois que ça va. C'est vrai que je commence seulement à leur parler, après avoir eu conscience quand même que j'ai eu tellement de chance justement après, et des chances absolument incroyables où instinctivement, bon, moi je ne suis pas religieuse du tout, je ne crois pas au ciel, mais j'ai quand même levé les yeux en disant « Oh, vous y êtes pour quelque chose, là, c'est pas possible. C'est pas possible, là, c'est trop bien organisé. » Voilà, j'ai beaucoup raconté ça quand même. Les familles formidables. Quand j'ai terminé d'écrire Le Voile Noir, dans un état moral, j'étais dans les dernières pages, je pleurais tout le temps, enfin c'était terrible. J'avais dit à mon agent, il me faut une comédie pour me tirer de là. Elle m'appelle au mois d'août en me disant, tu voulais une comédie, il y en a 3. Ah, bon. Et ça commence tout de suite. J'ai dit ah non, parce que j'ai juré de rendre mon livre le 15, je peux pas. Ça commence le 16. Bien. Et comédie familiale. Je rencontre le metteur en scène qui, au bout de 4 phrases, on découvre qu'on est orphelins tous les deux au même âge. Alors là, j'ai fait, là, trop bien organisé, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit un hasard, quoi. Vous y croyez? Mais je ne crois toujours pas. Je ne crois pas au ciel, je crois au mystère. Je crois au mystère. Effectivement, possiblement, à l'influence, on ne sait jamais. Et l'aventure a démarré d'une famille formidable, comédie familiale, ce qui est quand même assez, oui, avec beaucoup d'enfants, ce qui est quand même assez j'ai exceptionnel. J'ai pensé après que peut-être cet énorme succès et l'amour des gens pour cette série tenait peut-être inconsciemment à ce que les gens sentaient qu'au moins pour 2 des créateurs, il y avait presque une nécessité de fantasmer une famille comme on aurait aimé en avoir. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé. Merci Elisabeth Bost pour ce documentaire et pour tous ceux qui ont témoigné. Des propositions donc de lecture, donc Annie Dupéret, Le Voile Noir suivi de Je vous écris chez Point. Et puis d'un très joli livre, donc Les photos d'Annie au Seuil, donc vraiment qui témoigne de votre passion, mais c'est vraiment un très joli livre. Vraiment, on découvre des choses étonnantes. Et puis sous votre direction, Patrick Bensoussan, L'enfant confronté à la mort d'un parent, c'est aux éditions RS. Et puis Marie Tournigan, on voulait dire que l'association Empreinte organisait le 12 avril prochain au Sénat les assises du deuil dédiées aux professionnels, aux responsables politiques et parlementaires qui souhaitent améliorer la prise en charge du deuil. Et on peut en savoir plus justement sur cette brochure, Le deuil, une histoire de vie, qu'on peut se procurer justement au site de l'association. Voilà, vous pourrez revoir le documentaire Destin d'orphelin ainsi que nos débats sur le site France TV. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 20h50 pour une nouvelle émission du Bon en Face. Bonsoir, excellente soirée.